Un train avance à travers la nuit polonaise. À son intérieur, plus de 1000 personnes entassées dans des wagons de marchandises scellés. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de lumière. L'odeur est insupportable. Beaucoup sont déjà morts avant d'arriver. Ceux qui survivent au voyage seront conduits vers une plateforme de pierre où un homme en blouse blanche montrera du doigt vers la gauche ou vers la droite, avec l'indifférence de celui qui trie du bétail. La gauche signifie le travail et l'agonie différée. La droite, la mort en moins de 2 heures. Cela ne s'est pas produit une seule fois. Cela s'est produit des milliers de fois, chaque jour, pendant des années. Le système qui l'a rendu possible n'est pas né de l'improvisation ni de la brutalité spontanée. Il a été conçu, planifié, perfectionné avec une logique industrielle qui défie encore la compréhension humaine. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce système depuis ses fondements idéologiques jusqu'à sa machinerie finale. Sans euphémisme, sans ornement, seulement les faits dans toute leur magnitude. Treblinka n'avait pas d'usine ni de sélection médicale, c'était un centre d'annihilation immédiate. Mais pour comprendre comment Treblinka en est venu à exister, il faut remonter des siècles en arrière. L'antisémitisme nazi n'est pas né en 1933. Il a grandi sur une racine qui était emmêlée dans la terre d'Europe depuis plus de 1000 ans. Quand Raoul Hilberg, le grand historien de l'Holocauste, a tenté de tracer l'architecture de la haine, il a identifié 3 phases historiques de la persécution anti-juive. D'abord, la conversion forcée, ensuite l'expulsion, enfin l'extermination. Chaque phase est apparue comme l'alternative échouée à la précédente. Les missionnaires du christianisme avaient dit « Tu n'as pas le droit de vivre parmi nous en tant que juif ». Les dirigeants séculiers ont proclamé « Tu n'as pas le droit de vivre parmi nous ». Les nazis ont décrété la dernière variation « Tu n'as pas le droit de vivre ». La présence juive en Europe avait des racines très anciennes. En l'an 70 de l'ère commune, l'empereur Titus a écrasé la rébellion dans la province de Judée, a saccagé Jérusalem, a détruit le temple et a dispersé ses habitants depuis la péninsule ibérique jusqu'aux confins de l'Asie. Pendant des siècles, ces communautés en diaspora ont vécu parmi des majorités qui ne partageaient pas leur foi et qui les contemplaient, souvent, avec méfiance. En l'an 380, quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, les Juifs ont été poussés aux marges de la vie sociale et économique, exclus des corporations, confinés dans des quartiers spécifiques, soumis à des restrictions qui avaient le soutien explicite des autorités ecclésiastiques. Depuis Augustin d'Hippone au Ve siècle jusqu'à Martin Luther au XVIe, des figures centrales de la pensée chrétienne ont contribué activement à la stigmatisation du peuple juif. Le mouvement d'émancipation du XIXe siècle a changé le statut légal. En 1867, l'Empire austro-hongrois a accordé l'égalité des droits aux Juifs. L'Empire allemand unifié a suivi le même chemin en 1871. Mais les droits formels n'ont pas effacé les préjugés enracinés. L'égalité juridique coexistait avec une hostilité culturelle latente qui trouverait un terrain fertile quand les circonstances le permettraient. Pendant ce temps, les Juifs d'Europe occidentale s'intégraient dans la vie publique avec un succès remarquable. En Allemagne, vers 1933, environ 530 000 Juifs constituaient moins de 1% d'une population totale de 67 millions. C'étaient des citoyens pleinement allemands, fiers d'appartenir à une nation qui avait produit Goethe, Beethoven et Kant. Environ 100 000 Juifs allemands avaient servi dans l'armée impériale pendant la Première Guerre mondiale. Entre 30 000 et 35 000 furent décorés pour bravoure au combat. Des 38 prix Nobel obtenus par des écrivains et scientifiques allemands entre 1905 et 1936, 14 correspondirent à des Juifs. Beaucoup avaient abandonné la pratique religieuse et célébraient les festivités laïques et chrétiennes aux côtés de leurs voisins. Dans l'Est, la situation était différente. Les Juifs de Pologne, Russie, Roumanie et des territoires frontaliers vivaient dans des communautés petites et compactes appelées shtetl, séparés de leurs voisins chrétiens par la langue, le yiddish, et par des générations de traditions religieuses. Bien qu'ils aient également reçu des droits de citoyenneté après la Première Guerre mondiale, la majorité continuait de faire face à la pauvreté structurelle, à une discrimination sévère dans les secteurs publics et privés et à des explosions périodiques de violences collectives connues sous le nom de pogroms. Cependant, cette vie communautaire était culturellement riche et vibrante.
Elle avait ses artistes, ses rabbins, ses écrivains, ses musiciens et ses philosophes. Cette civilisation, aussi bien celle assimilée de Berlin que celle traditionnelle de Varsovie, était sur le point d'être annihilée. Non par une catastrophe naturelle, non par une épidémie, mais par une décision politique, adoptée par des hommes avec des noms et prénoms, exécutée par une bureaucratie efficiente et légitimée par une machinerie propagandiste sans précédent. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier du Reich. 5 ans auparavant, les nazis n'étaient rien d'autre qu'un parti marginal. En 1933, ils étaient la force politique la plus puissante du Reichstag allemand. Leur accession au pouvoir a marqué le commencement d'une politique antisémite systématique qui avancerait pendant 6 ans avec une précision bureaucratique. Les premiers coups furent rapides et visibles. Dans les 60 premiers jours du régime nazi, des membres des SA, les milices d'assaut du parti, ont attaqué dans les rues des personnes d'apparence juive. Le 1er avril 1933, Hitler a organisé le premier boycott national contre les commerces de propriété juive. C'était une opération coordonnée. Des militants du parti, des soldats des SA et des membres des SS se sont déployés dans toute l'Allemagne, peignant des étoiles de David en jaune et noir sur les portes et les vitrines, bloquant les entrées et portant des pancartes avec des slogans antisémites. La réaction de la population allemande fut ambivalente. Certains ont applaudi. D'autres ont continué d'acheter dans leurs magasins favoris avec une totale normalité, et quelques-uns ont fait de la visite au commerce juif un acte délibéré de protestation silencieuse. À peine une semaine après le boycott, le 7 avril 1933, Hitler a promulgué la loi pour la restauration de la fonction publique professionnelle. Cette norme ordonnait le licenciement obligatoire, avec quelques exceptions, de tous les juifs et non-aryens employés dans des organismes de l'État. Dans des villes comme Berlin, on a interdit aux avocats et notaires juifs d'exercer dans des affaires légales. Le maire de Munich a interdit aux médecins juifs de soigner des patients non juifs. Le ministère de l'Intérieur de Bavière a fermé les portes des facultés de médecine aux étudiants juifs. À l'échelle nationale, les licences des conseillers fiscaux juifs furent révoquées et un quota de 1,5% fut établi pour l'admission de non-aryens dans les écoles publiques et les universités. Ce fut le schéma qui se répéterait sans pause pendant les 6 années suivantes. L'agitation de rue promue depuis les rangs du parti poussait l'appareil bureaucratique étatique à légiférer, étape par étape, les restrictions. Plus de 400 décrets et régulations qui affectaient tous les aspects de la vie publique et privée des Juifs furent promulgués entre 1933 et 1939. Ils ne venaient pas tous de Berlin. Des autorités locales et régionales prenaient l'initiative de leurs propres chefs, étendant la persécution à des recoins du pays qu'aucune directive centrale n'avait atteint. Des centaines de fonctionnaires à tous les niveaux de l'administration étaient impliqués activement. Ils concevaient les normes, les rédigeaient, les appliquaient, les supervisaient. Le point d'inflexion est arrivé le 15 septembre 1935 dans la ville de Nuremberg, pendant le congrès annuel du parti nazi. Le Reichstag a approuvé 2 lois qui resteraient gravées dans l'histoire comme les lois de Nuremberg, la loi sur la citoyenneté du Reich et la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand. La première établissait que seuls les individus de sang allemand ou apparentés pouvaient être citoyens du Reich. Les Juifs allemands furent réduits du jour au lendemain à la catégorie de sujets de l'État, privés de droits politiques de base. La seconde loi criminalisait le mariage et les relations sexuelles entre juifs et non-juifs, définissant ces dernières comme une souillure raciale. Elle interdisait également aux juifs d'employer dans leur foyer des employés de maisons non-juives de moins de 45 ans. Pour définir qui était juif, les législateurs nazis ont eu recours à la généalogie religieuse 2 générations en arrière. Quiconque avait 3 grands-parents ou plus nés au sein de la communauté juive était considéré comme juif. Cette définition a imposé une identité juive à des milliers de personnes qui ne se considéraient pas elles-mêmes comme telles, des convertis au catholicisme ou au protestantisme, même des prêtres, des pasteurs et des religieuses, se sont retrouvés soudain classés comme juifs et dépouillés de leur citoyenneté. Les lois de Nuremberg ont rendu l'identité juive irrévocable. Aucune profession de foi, aucun changement de nom, ni aucun acte ne pouvait libérer quelqu'un du destin que l'État lui avait assigné. La propagande a agi comme bras psychologique de ces lois.
En mars 1933, Joseph Goebbels a assumé la direction du ministère du Reich pour l'éducation du peuple et la propagande nouvellement créée, avec le mandat explicite d'assurer que le message nazi pénètre dans chaque recoin de la vie culturelle allemande, depuis les actualités radiophoniques jusqu'aux affiches dans les gares, depuis les livres de classe scolaire jusqu'au cinéma. Les Juifs étaient dépeints systématiquement comme des parasites, comme des conspirateurs internationaux, comme des profanateurs de la pureté raciale. Cette campagne avait un objectif précis: convaincre les Allemands que les Juifs étaient un ennemi à l'intérieur, tapi et dangereux. En parallèle, l'État a exproprié la richesse juive de manière méthodique. Les Juifs devaient enregistrer tous leurs biens, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger, comme prélude à une expropriation graduelle. Les entreprises juives furent aryanisées. Leurs travailleurs et gérants juifs furent licenciés et leurs propriétés transférées à des acheteurs non juifs à des prix officiellement fixés bien en dessous de la valeur du marché. Entre 1933 et 1938, le processus d'aryanisation a réduit d'environ 2/3 le nombre d'entreprises de propriété juive en Allemagne. Vers 1938, les signes de ce qui venait étaient de plus en plus sinistres. En janvier de cette année, il fut interdit aux Juifs de changer leur prénom. En août, ceux qui avaient des noms qui n'étaient pas considérés comme ethniquement identifiables devaient adopter le second nom de Israël s'ils étaient des hommes, ou Sarah si elles étaient des femmes. En octobre, leurs passeports furent invalidés et réémis avec une grande lettre J rouge estampillée sur la couverture. Le 7 novembre 1938, Herschel Greenspan, un jeune juif polonais qui vivait à Paris, a tiré et tué le diplomate allemand Ernst vom Rath à l'ambassade d'Allemagne en représailles pour l'expulsion de ses parents d'Allemagne. La direction nazie a profité du meurtre pour orchestrer la nuit la plus violente de persécution organisée que l'Allemagne ait connue. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, des groupes des SA, des SS et des jeunesses hitlériennes ont attaqué les communautés juives dans tout le Reich, brûlant plus de 250 synagogues, dont beaucoup étaient des joyaux architecturaux irrécupérables, détruisant des milliers d'objets rituels, pillant des commerces et des foyers, et assassinant au moins 91 personnes. Sur ordre de la Gestapo, environ 30 000 hommes juifs furent arrêtés et envoyés dans les camps de concentration de Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen, où des centaines sont morts dans les jours et semaines qui ont suivi. La nuit de cristal, appelée ainsi pour les fragments de verre qui couvraient les rues allemandes, a marqué un point de non-retour. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les nazis ont accusé les victimes d'avoir provoqué les émeutes et leur ont imposé une amende collective de 1 milliard de Reichsmark, l'équivalent de 400 millions de dollars de 1938 pour couvrir les dommages matériels. L'État a, de plus, confisqué les paiements de l'assurance qui correspondaient aux propriétaires juifs. Dans les semaines suivantes, des douzaines de nouvelles lois et décrets ont privé les Juifs de leurs actifs financiers, leur ont retiré les permis de conduire, les ont exclus de toutes les écoles et universités publiques et leur ont interdit l'accès au cinéma, théâtre, installations sportives et parcs. Dans beaucoup de villes, il était interdit de s'asseoir sur certains bancs publics et d'entrer dans des zones désignées comme ariennes. La politique nazie d'émigration forcée, qui était la stratégie dominante pour résoudre la question juive, s'est intensifiée après la nuit de cristal. La majorité des 30 000 hommes détenus furent libérés seulement après avoir démontré qu'ils avaient fait les arrangements nécessaires pour émigrer et transférer leurs propriétés à des non-juifs. Des dizaines de milliers de juifs ont fait la queue devant les consulats étrangers cherchant des visas, mais le monde, dans une large mesure, ne voulait pas d'eux. En juillet 1938, le président Franklin D. Roosevelt avait convoqué une conférence internationale dans la ville française d'Évian-les-Bains pour aborder la crise des réfugiés juifs. Pendant 9 jours, des délégations de 33 pays se sont réunies à l'Hôtel Royal. L'une après l'autre, les nations ont offert des expressions de sympathie et ont ensuite présenté des excuses pour ne pas augmenter leur quota d'immigration. La Grande-Bretagne a maintenu la Palestine fermée à l'immigration massive juive. Le Canada a déclaré une disposition à accepter des agriculteurs, mais les Juifs allemands et autrichiens étaient principalement des professionnels urbains. L'Australie a déclaré qu'elle ne souhaitait pas importer un problème racial. Les États-Unis ont refusé de réduire leurs exigences bureaucratiques ou d'augmenter leurs quotas.
Uniquement la République dominicaine a proposé d'accueillir 100 000 Juifs. L'échec d'Évian fut dévastateur. Pour les Juifs d'Allemagne, rien ne s'était amélioré. Et pour le régime nazi, l'indifférence des démocraties occidentales fut un argument de propagande qu'ils ont exploité avec cynisme. Si le monde civilisé ne voulait pas des Juifs, que pouvait-on faire d'eux? Malgré tous les obstacles, pour 1939, environ la moitié de la population juive allemande et plus de 2/3 des Juifs autrichiens avaient réussi à s'échapper. Ils se sont installés principalement en Palestine, aux États-Unis et en Amérique centrale et du Sud. Sous le programme appelé Kindertransport, transport d'enfants, la Grande-Bretagne a admis environ 10 000 enfants juifs non accompagnés entre 1938 et 1939. Plus de 18 000 juifs ont également trouvé refuge à Shanghai, sous contrôle japonais. Ceux qui n'ont pas pu sortir à temps sont restés piégés quand la guerre a étendu la domination nazie sur presque toute l'Europe. Le 1er septembre 1939, les divisions blindées de la Wehrmacht ont franchi la frontière polonaise. En moins d'un mois, la Pologne était tombée. Avec cette victoire, presque 2 millions de Juifs polonais se sont retrouvés sous l'autorité allemande. La magnitude du problème, de la perspective des planificateurs nazis, s'est multipliée du jour au lendemain. Ils ne pouvaient pas les expulser. Les pays récepteurs avaient leurs frontières fermées. Ils ne pouvaient pas les ignorer. Ils avaient besoin, en principe, d'une solution provisoire. La solution qu'ils ont adoptée avait un nom, ghetto. Les nazis ont récupéré le modèle médiéval des quartiers juifs européens, des quartiers où l'autorité ecclésiastique avait confiné les juifs au cours des siècles précédents, obligés de vivre séparés de la population chrétienne. Dans l'Europe orientale du XXe siècle, les ghettos étaient des sections des quartiers les plus pauvres des villes et villages, entourés de fils de fer barbelés, de clôtures en bois ou de murs de pierre. Dans des zones plus rurales, le ghetto pouvait englober le village entier sans aucun type d'enceinte. L'administration allemande a établi des ghettos principalement en Pologne entre 1940 et 1943 et postérieurement en Hongrie en 1944. Les conditions étaient délibérément inhumaines. Le surpeuplement était extrême. Le ghetto de Varsovie, par exemple, a concentré plus de 400 000 personnes dans une zone d'à peine 3,4 km², où vivaient plusieurs familles par chambre. Il n'y avait pas de chauffage suffisant pendant les hivers polonais, où les températures tombent régulièrement en dessous de moins 15 degrés. L'électricité était rationnée ou inexistante, l'assainissement était pratiquement nul, les rations alimentaires, calculées délibérément en dessous du minimum de subsistance, atteignaient à peine entre 180 et 220 calories quotidiennes pour les Juifs, face aux plus de 2600 que recevaient les Polonais non-juifs. La tuberculose, le typhus et la dysenterie décimaient la population. Dans le ghetto de Varsovie, entre 1940 et 1942, entre 80 000 et 100 000 personnes sont mortes de faim et de maladie avant que ne commencent les déportations massives. Le ghetto de Łódź, le deuxième plus grand, fut scellé hermétiquement en mai 1940 et incorporé au système industriel du Reich. Ses 160 000 habitants produisaient des uniformes militaires, des meubles et du matériel de guerre pour la machinerie de guerre allemande, tout en mourant d'épuisement et de faim. Młoś Fellman, un enfant de 13 ans de Sokołów Podlaski, au centre de la Pologne, a vécu le schéma qui se répétait à travers des centaines de villages. Les troupes allemandes sont entrées dans sa ville le 20 septembre 1939. 3 jours après, elles ont incendié la synagogue principale. Elles ont confisqué le commerce familial de grains. Dans les 2 années suivantes, elles ont imposé des restrictions de plus en plus sévères, obligeant les Juifs à porter l'étoile de David cousue sur les vêtements. Le 28 septembre 1941, elles ont établi le ghetto. 1 an après, pendant le jour du Grand Pardon, les rafles ont commencé. Ceux qui résistaient ou tentèrent de se cacher étaient fusillés sur le champ. Młoś, sa mère et sa sœur furent mis à coups de bousculade dans un wagon de train. Le 22 septembre 1942, ils sont arrivés au camp d'extermination de Treblinka. Młoś avait 16 ans. Pendant ce temps, les planificateurs nazis délibéraient sur le destin final de tous les Juifs sous leur contrôle. Ils avaient considéré l'option d'établir une réserve juive dans la région de Lublin-Nisko, en Pologne orientale, mais l'idée fut abandonnée. Ils avaient envisagé de déporter tous les Juifs européens à Madagascar, la grande île française dans l'océan Indien.
Ce plan nécessitait la défaite ou la neutralité de la Grande-Bretagne, qui ne s'est jamais matérialisée. Pour la mi-1941, avec l'imminente invasion de l'Union soviétique, la perspective s'était radicalisée complètement. La guerre à l'Est ne serait pas une guerre conventionnelle. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie a rompu le pacte de non-agression avec l'Union soviétique et a initié l'opération Barbarossa, l'invasion la plus massive de l'histoire militaire. 3 millions de soldats allemands ont avancé sur un front de plus de 3000 kilomètres. Pour les planificateurs nazis, cette guerre n'était pas seulement territoriale. C'était la confrontation apocalyptique entre l'Allemand arien et le Juif bolchevique, la lutte qui, selon l'idéologie nazie, déterminait le destin de la race et de la civilisation. Les ordres qu'ont reçus les unités d'avant-garde allemandes étaient explicites. Identifier et annihiler tous les ennemis possibles, spécialement les Juifs, les Tziganes Roma, les cadres du Parti communiste et quiconque pourrait organiser une résistance. Pour exécuter ces ordres, des formations spéciales dénommées Einsatzgruppen, groupe d'opérations mobiles, composées de personnel de la SS et de la police, se sont déployées derrière les lignes de l'armée. Il y avait 4 unités désignées A, B, C et D, avec un total d'entre 3000 et 4000 effectifs, renforcés par des unités de la police d'ordre et par des auxiliaires locaux recrutés parmi les populations ukrainiennes, lituaniennes, lettonnes et biélorusses. Dans les premières semaines, les Einsatzgruppen ont fusillé principalement des hommes juifs en âge militaire, mais vers la fin de juillet 1941, les ordres se sont élargis. On devait annihiler des communautés juives entières, sans distinction d'âge ni de sexe. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Les exécutions suivaient un schéma répété avec une macabre régularité. Les Juifs recevaient l'ordre de se présenter à un point de réunion avec leurs documents et effets personnels, supposément pour être réinstallés. Ils étaient conduits hors des villes jusqu'au bord de tranchées ou de ravins, où on les obligeait à se déshabiller et à remettre leurs objets de valeur. Ensuite, ils étaient fusillés par groupes et leurs corps tombaient dans les fosses communes. Le lieu le plus tristement célèbre de ces massacres fut Babi Yar, un ravin situé aux abords de Kiev, en Ukraine. Le 19 septembre 1941, les troupes allemandes ont capturé la capitale ukrainienne. 10 jours après, le 28 septembre, on a ordonné aux Juifs restants de se présenter avec leurs documents et vêtements chauds, sous menace de mort s'ils désobéissaient. Des familles entières, depuis les bébés jusqu'aux vieillards, sont apparues au point de réunion, confiant qu'elles seraient transférées. Elles furent conduites à pied par la rue Melnik, vers le cimetière juif et le ravin de Babi Yar, qui était clôturé de fils de fer barbelés et gardé par des soldats allemands et des policiers auxiliaires ukrainiens. En s'approchant du bord du ravin, elles étaient obligées de remettre leurs objets de valeur et de se déshabiller. Elles avançaient alors par groupes de 10 vers le précipice où elles étaient fusillées avec des armes automatiques. À la fin de la journée, les corps étaient couverts d'une mince couche de terre. En 2 jours de tirs continus, les membres de la SS et leurs auxiliaires ont assassiné plus de 33 000 juifs. Dans les mois suivants, Babi Yar est devenu le lieu d'exécution d'autres milliers de juifs, de tziganes Roma et de prisonniers de guerre soviétiques. Le chiffre total d'assassinés dans ce seul lieu est estimé autour de 100 000 personnes. Les fonctionnaires civils allemands étaient parfois témoins de ces tueries avec un profond malaise, bien que sans les arrêter. Un administrateur allemand du village biélorusse de Sloutsk a été témoin d'un massacre dans sa localité et l'a décrit dans un rapport officiel. La violence de l'opération fut telle qu'il a qualifié son exécution comme frisant le sadisme. Les Juifs et les Biélorusses non-juifs étaient arrachés de leur maison avec une brutalité indescriptible. Les corps des exécutés s'empilaient dans les rues et des survivants blessés ont réussi à se frayer un chemin hors des fosses avant de mourir. Pour l'automne 1941, en moins de 5 mois, les Einsatzgruppen et leurs forces auxiliaires avaient assassiné approximativement 600 000 juifs. Mais cette méthode avait des limitations reconnues par les propres perpétrateurs. Le fusillement massif en plein air était lent, nécessitait de grandes concentrations de personnel, s'avérait difficile à cacher devant la population locale et générait chez certains des exécuteurs un stress psychologique considérable. Ils avaient besoin de quelque chose de plus efficient. Un jour de la fin de l'été 1941, probablement le 5 septembre, un train provenant du camp de prisonniers de guerre de Neuhammer, en Basse-Silésie,
est arrivé à Auschwitz. Des centaines de prisonniers de guerre soviétiques, identifiés par la Gestapo comme des commissaires politiques, sont descendus des wagons dans l'obscurité de la nuit. Le silence du camp était interrompu seulement par les aboiements des chiens de garde et par les cris des nouveaux reclus, frappés par les agents de la SS. Ils furent conduits au bloc 11, le bâtiment le plus craint du camp. Les prisonniers l'appelaient le bloc de la mort. C'était le centre de tortures et d'exécutions de la SS, et cette nuit-là, il deviendrait le décor d'une expérience qui changerait l'histoire de l'extermination. La SS d'Auschwitz avait décidé d'expérimenter avec du gaz toxique. L'inspiration venait du programme de euthanasie, T4, qui depuis 1939 assassinait dans des installations de gazage des personnes avec des handicaps physiques et mentaux en Allemagne. Ils ont choisi l'acide prussique, connu commercialement sous le nom de Zyklon B, que les camps de concentration utilisaient depuis longtemps pour fumer les bâtiments infestés de parasites. C'était plus simple à utiliser que le monoxyde de carbone. Cela ne nécessitait pas de tuyauterie ni de cylindre. Il suffisait de jeter les granules dans une chambre scellée. Le premier test létal avait eu lieu vers la fin d'août 1941, quand le chef de camp Karl Fritsch a exécuté un petit groupe de prisonniers soviétiques avec du Zyklon B. Le commandant Rudolf Höss, qui est arrivé au poste d'Auschwitz depuis une carrière dans la SS qui était passée par les camps de Dachau et Sachsenhausen, a approuvé un test plus large. On a scellé le sous-sol du bloc 11, les portes furent renforcées et les fenêtres bouchées avec du ciment. Cette nuit-là de début septembre, les soviétiques arrivés de Neuhammer furent conduits dans ce sous-sol avec environ 250 malades et handicapés sélectionnés à l'infirmerie du camp. Une fois tous les prisonniers réunis dans le sous-sol, la SS a jeté des cristaux de Zyklon B à l'intérieur et a fermé les portes. Au contact de l'air chaud et des corps des captifs, l'acide prussique hautement toxique a commencé à se dégager. On a entendu immédiatement des cris désespérés qui arrivaient jusqu'aux baraquements adjacents. Le gaz détruisait rapidement les membranes muqueuses des victimes et pénétrait dans le système sanguin, les asphyxiant de l'intérieur. Certains des hommes se sont mis des morceaux de tissu dans la bouche pour tenter de bloquer le gaz. Aucun n'a survécu. Le prisonnier polonais Adam Zakarski, qui a dû entrer au sous-sol après pour retirer les cadavres, a déclaré des années plus tard « La scène était réellement épouvantable, parce qu'on pouvait voir que ces personnes s'étaient griffées et mordues entre elles dans une attaque de folie avant de mourir. Beaucoup avaient les uniformes déchirés. Bien que je me sois déjà habitué à voir quelques scènes macabres dans le camp, à la vue de tous ces hommes assassinés, j'ai eu un malaise et je me suis mis à vomir sans contrôle. » Le commandant Höss, qui avait supervisé l'opération depuis l'extérieur avec d'autres agents de la SS, s'est montré satisfait. Des centaines de prisonniers avaient été exécutés sans qu'un seul agent ait eu à tirer. Mais le pratique Höss a vu une marge d'amélioration. Le bloc 11 restait trop loin du crématorium, obligeant à traîner les cadavres à travers tout le camp. De plus, il manquait de ventilation propre. Le bâtiment mettait beaucoup de temps à s'aérer et quand les prisonniers descendaient pour retirer les cadavres, ceux-ci, gonflés et rigides, étaient déjà dans un état avancé de décomposition. Pour rendre le massacre plus efficient, la SS a transféré les chambres à gaz à la morgue du crématorium du camp principal. La morgue restait en dehors du périmètre immédiat du camp, ce qui signifiait moins de témoins indésirables parmi les prisonniers réguliers. Elle avait une capacité pour des centaines de personnes et disposait d'un système de ventilation mécanique. On a renforcé les portes et on a pratiqué des orifices dans le plafond pour introduire le Zyklon B depuis le toit. À côté de la chambre, les fours crématoires adjacents permettraient d'incinérer les cadavres au même endroit. La SS d'Auschwitz avait créé le prototype de l'usine de la mort. Le premier test massif dans la morgue du crématorium a eu lieu à la mi-septembre 1941. 900 prisonniers de guerre soviétiques furent gazés. Le commandant Höss a observé le processus. Quand les premiers prisonniers se sont rendus compte de ce qui arrivait et ont crié « gaz », il y a eu une vague de panique et de bousculade vers les portes. Mais les portes ont résisté. Incinérer tous les corps a pris plusieurs jours. Höss est resté convaincu de l'efficacité du système. Il écrirait plus tard « Cela me laissait plus tranquille parce que nous pouvions tous nous épargner les bains de sang. »
Son raisonnement macabre soutenait aussi que le gaz était plus aimable pour les victimes, ignorant délibérément l'agonie documentée de dizaines de minutes que souffrait celui qui était enfermé dans ses chambres. La nouvelle de la méthode s'est étendue à travers le système des camps de concentration. Mauthausen a construit sa propre chambre à gaz à la fin de 1941, où en mai 1942 on a exécuté avec du Zyklon B 231 prisonniers soviétiques. Sachsenhausen a ajouté également une chambre à gaz. À Neuengamme, à l'automne 1942, on a tué 450 prisonniers soviétiques en jetant des granules de Zyklon B dans un bunker. Auschwitz, cependant, suivrait un chemin radicalement différent de celui de n'importe quel autre camp. Ce qui avait commencé ici comme une expérience avec des prisonniers de guerre deviendrait le centre du plus grand meurtre de masse de l'histoire. Le 20 janvier 1942, 15 hauts fonctionnaires du parti nazi, de la SS et de l'appareil de l'État allemand se sont réunis dans une élégante villa située dans la banlieue berlinoise de Wannsee, au bord d'un lac. La rencontre a duré à peine 1h30, en incluant le déjeuner. On n'a pas délibéré sur le fait de savoir s'il fallait entreprendre l'extermination des Juifs européens. Cette décision avait déjà été prise. Ce qui fut discuté fut la mécanique et la logistique nécessaires pour l'exécuter. La conférence était présidée par Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de sécurité du Reich et l'un des architectes les plus froids de l'appareil de terreur nazi. Son secrétaire, Adolf Eichmann, responsable de la section juive de la RSHA, a pris les actes. Heydrich a exposé les lignes directrices générales. Les Juifs de toute l'Europe seraient concentrés dans l'Est, occupés et assassinés là-bas, que ce soit de façon directe ou au moyen de l'extermination par le travail. Les planificateurs nazis envisageaient que la solution finale devait atteindre en dernière instance 11 millions de Juifs, depuis l'Irlande jusqu'à l'Oural, depuis la Scandinavie jusqu'à l'Espagne. Il n'y eut aucune protestation, aucun participant n'a refusé. Plus de la moitié des assistants à la conférence avaient des titres de doctorat. La conférence de Wannsee ne fut pas le moment où on a décidé l'Holocauste. Ce fut le moment où la décision déjà prise fut coordonnée entre les différents bras de l'État allemand. À ce moment-là, les massacres des Einsatzgruppen en Union soviétique se produisaient depuis des mois. Le camp d'extermination de Chelmno avait commencé ses opérations le 8 décembre 1941 et les premières chambres à gaz à Auschwitz fonctionnaient déjà. 6 jours après Wannsee, le 26 janvier 1942, Heinrich Himmler a envoyé un téléx à Richard Glucks, inspecteur des camps de concentration, avec des instructions de préparer les camps pour recevoir 100 000 hommes juifs et jusqu'à 50 000 femmes juives dans les 4 prochaines semaines. La notation dans l'agenda personnel de Himmler pour un appel qu'il a réalisé ce même jour à Reinhard Heydrich à Prague disait simplement « Juifs dans le camp de concentration ». Le jour précédent, le 25 janvier, Himmler avait apparemment discuté du plan avec Oswald Pohl, le chef de l'administration économique centrale des SS, la BVHA, qui supervisait le système des camps de concentration. Pendant un déjeuner au quartier général du Führer, Hitler avait vociféré sur la nécessité d'une Europe libre de Juifs. Si le Juif est détruit en chemin, je ne peux pas l'éviter. Je ne vois qu'une solution, l'extermination totale s'ils ne s'en vont pas volontairement. Pendant qu'Auschwitz était préparé pour un rôle élargi dans l'Holocauste, dans d'autres lieux de la Pologne occupés un système parallèle d'extermination opérait déjà à pleine capacité. Chełmno fut le premier. Situé à environ 48 km au nord-ouest de Łódź, dans une propriété du centre de la Pologne, il a commencé ses opérations le 8 décembre 1941. La technologie du meurtre qu'il employait était différente. Au lieu de chambres à gaz fixes, les exécuteurs utilisaient des camions spécialement modifiés dans les compartiments arrière scellés desquels on pompait du monoxyde de carbone depuis le tuyau d'échappement du moteur. Les victimes étaient induites ou forcées à se déshabiller, remettaient leurs objets de valeur et étaient entassées dans les camions. Les ingénieurs et mécaniciens scellaient hermétiquement les véhicules et reconfiguraient le système d'échappement pour que les gaz mortels remplissent le compartiment arrière. Le camion démarrait. Quand il arrivait à sa destination, tous les occupants étaient morts. Entre décembre 1941 et juillet 1944, les assassins de Chełmno ont tué 156 000 personnes, pour la plupart des Juifs, mais aussi environ 5 000 tziganes romas. On ne connaît aucun survivant. En 1942,
dans le gouvernement général le territoire polonais administré directement par les nazis, l'Obergruppenführer des SS Odilo Globoknik, commandant des SS et de la police du district de Lublin, a supervisé la construction de 3 nouveaux camps d'extermination. Le nom de code de l'opération, Opération Reinhard, fut choisi en mémoire de Reinhard Heydrich, assassiné à Prague en juin 1942 par 2 agents tchèques entraînés par les Britanniques. L'objectif déclaré était l'annihilation immédiate de tous les Juifs du gouvernement général. Globoknik était un fanatique même selon les standards de la SS. Ancien leader du mouvement nazi illégal en Autriche, il était passé par un scandale de corruption qui a failli terminer sa carrière politique. Mais Himmler lui a donné une seconde chance et Globoknik l'a saisi avec un zèle qui a impressionné jusqu'à ses supérieurs. Quand Himmler lui a confié personnellement en juillet 1942 la supervision de l'annihilation des Juifs dans le gouvernement général, Globoknik a répondu « Je me sens si reconnaissant que vous pouvez être sûr que vos souhaits s'accompliront immédiatement. » Comme l'a rappelé plus tard le commandant d'Auschwitz Rudolf Höss, les désirs de Globoknik pour les déportations vers ces camps d'extermination étaient insatiables. Il n'en avait jamais assez. Le personnel spécialisé des camps d'extermination de Globoknik provenait en grande partie du programme T4 de euthanasie. Plus de 120 vétérans de ce programme, pour la plupart des hommes d'entre 30 et 40 ans, furent transférés au gouvernement général pour organiser et diriger les nouveaux centres de mort. À la tête de tous se trouvait Christian Wirth, un ex-policier qui était devenu le principal opérateur du programme de euthanasie et qui servait maintenant comme inspecteur des camps d'extermination de Globoknik, gagnant l'appellation de Christian le Sauvage pour ses méthodes. Bełżec fut le premier camp d'extermination fixe construit dans le gouvernement général dans le district de Lublin. Les travaux ont commencé au début de novembre 1941. L'extermination massive a commencé en mars 1942. Les chambres à gaz employaient du monoxyde de carbone produit par des moteurs diesel. On ne connaît que 2 survivants de tout le temps d'opération du camp. Seulement 2. Sobibor fut établi dans le district de Lublin à partir de février 1942. L'extermination massive a commencé au début de mai de la même année. Les terrains du camp mesuraient initialement environ 550 mètres sur 350 mètres. Son personnel de base était formé de entre 20 et 30 officiers allemands de la SS, environ 200 collaborateurs étrangers, recrutés principalement dans le camp d'entraînement de Troniki, connu sous le nom d'hommes de Troniki, et entre 200 et 300 prisonniers juifs maintenus en vie temporairement pour réaliser des tâches de soutien. Approximativement 300 personnes ont réussi à s'échapper pendant le soulèvement du 14 octobre 1943. Plus de 100 furent recapturés et exécutés. Treblinka fut le 3e et le plus létal des camps d'extermination de Globoknik. Situé dans le district de Varsovie, au nord du gouvernement général, il fut construit à partir de la fin de mai 1942 et a commencé ses opérations à la fin de juillet, conçu principalement pour l'extermination des Juifs du ghetto de Varsovie. L'Holocauste n'aurait pas été possible sans les chemins de fer. Le réseau ferroviaire européen fut le système circulatoire qui a connecté les ghettos de Varsovie, Łódź, Amsterdam, Paris et Budapest avec les camps d'extermination de la Pologne occupée. Les trains qui transportaient les Juifs utilisaient aussi bien des wagons de marchandises que de passagers, et les autorités allemandes doublaient le nombre de personnes qui pouvaient être mises dans chaque wagon pour maximiser l'efficience de chaque voyage. Les déportés ne recevaient aucune information sur leur destination, la durée du voyage, ni ce qui les attendait à la fin. On ne leur fournissait ni eau ni nourriture, même quand les convois devaient attendre des jours entiers sur des voies mortes pour céder le passage à des trains militaires. Les personnes scellées dans les wagons de marchandises souffraient d'une chaleur extrême en été et de températures glaciales en hiver. Il n'y avait pas d'installation sanitaire, un seul seau servait pour tout le monde. Affaiblis par la faim, la déshydratation et le surpeuplement, beaucoup mouraient avant d'arriver au camp. Les gardes armés qui accompagnaient les convois tiraient sur quiconque tentait de s'échapper. Les fonctionnaires ferroviaires et les travailleurs locaux des gares pouvaient voir que de grands groupes de personnes arrivaient à des gares isolées de la campagne polonaise et disparaissaient dans des installations improvisées. Ils pouvaient voir que les trains de retour allaient vides ou chargés avec les biens des nouveaux arrivants.
La majorité soupçonnait, et beaucoup savaient avec certitude ce qui était en train de se passer. Cependant, il n'existe aucun registre d'aucun employé ferroviaire qui ait protesté ou démissionné. Entre l'automne 1941 et l'automne 1944, le système ferroviaire allemand a transporté des millions de personnes vers les camps d'extermination. Après la guerre, malgré la complicité documentée de centaines de travailleurs ferroviaires, aucun fonctionnaire des transports allemands ne fut condamné pour des crimes nazis. Les trains arrivaient aussi aux gares de transit réparties dans toute l'Europe occidentale. Drancy en France, Malines en Belgique, Westerbork aux Pays-Bas. Depuis ces camps de transit, un courant constant d'hommes, de femmes et d'enfants était embarqué dans des convois à destination de l'Est. En France, avec la collaboration active de la police française, près de 75 000 Juifs furent déportés et assassinés. Aux Pays-Bas, l'administration civile hollandaise, supervisée par les Allemands, a déporté environ 107 000 des 140 000 Juifs qui vivaient dans le pays. À peine un peu plus de 5 000 ont survécu. En Belgique, plus de 25 000 des 66 000 Juifs résidant plus d'un tiers furent déportés et assassinés. Les Juifs étrangers et apatrides qui avaient cherché refuge en Europe occidentale dans les années 30 étaient spécialement vulnérables. Les pays d'accueil ne se sentèrent pas obligés de les protéger et souvent les considéraient comme une charge inutile en temps de guerre. Quand les Allemands exigeaient des Juifs pour les déporter, les Juifs étrangers étaient les premiers à être livrés. En juin 1942, la machinerie bureaucratique nazie a choisi Auschwitz pour jouer un rôle qu'aucun autre camp n'aurait pu remplir, l'élimination des Juifs d'Europe occidentale, centrale et méridionale. Les raisons étaient stratégiques. Le complexe était suffisamment isolé dans la campagne polonaise pour cacher les opérations massives, mais disposait d'excellentes connexions ferroviaires qui permettaient de recevoir des déportations depuis n'importe quel point du continent. Le complexe d'Auschwitz se divisait en 3 installations principales. Auschwitz I, le camp original avec ses baraquements de briques, a commencé à fonctionner officiellement le 14 juin 1940 pour interner des prisonniers politiques polonais. Auschwitz de Birkenau, construit à partir de 1941 sur les terrains marécageux du village de Brzezinka, à 3 km du camp principal, deviendrait le véritable centre de l'Holocauste. Auschwitz III-Monowitz, établi près de l'usine chimique de l'entreprise I.J. Farben, fonctionnait comme camp de travail esclave. La prétendue zone d'intérêt de la SS autour de tout le complexe englobait près de 40 km². Le commandant d'Auschwitz était Rudolf Franz Ferdinand Höss, né à Baden-Baden en 1900. Vétéran de la Première Guerre mondiale, ancien membre des SS depuis 1934 et officier à Dachau et Sachsenhausen, Höss était arrivé à Auschwitz en 1940 et resterait à la tête du camp jusqu'en novembre 1943. Son autobiographie, écrite en captivité polonaise en 1946 pendant qu'il attendait la potence, est l'un des documents les plus perturbateurs du XXe siècle. La chronique méticuleuse d'un assassin industriel qui n'a jamais cessé de penser à ses crimes en termes d'efficience et de productivité. À l'été 1941, selon Höss lui-même, Himmler l'a convoqué à Berlin pour lui communiquer personnellement qu'Auschwitz avait été sélectionné comme centre principal pour la solution finale de la question juive. Höss a rappelé cette conversation dans son autobiographie. En accord avec les ordres du Reichsführer SS à l'été 1941, tous les Juifs devaient être exterminés. Les premières déportations de Juifs de Silésie ont commencé en mai 1942. Près de 6500 Juifs sélectionnés comme inaptes au travail sont arrivés depuis de nombreuses villes de Haute-Silésie. Le médecin et témoin Philipp Müller, un Slovaque de 20 ans qui était arrivé à Auschwitz le 13 avril 1942 et fut assigné au crématorium du camp principal, a été témoin de l'arrivée de ces premiers transports de Juifs polonais en mai et juin de cette année-là. Müller a déclaré que les hommes de la SS ont emmené les prisonniers dans la cour à côté du crématorium et leur ont ordonné de se déshabiller pour aller aux douches. Les gardes criaient sur ceux qui résistaient. Une fois les victimes enfermées dans la chambre à gaz sans fenêtre de l'intérieur du crématorium, la panique s'est emparée des prisonniers piégés. Müller était suffisamment prêt pour l'entendre. Soudain, nous avons entendu des « tout » et les gens criaient. Tu pouvais entendre les enfants et tous eux criant.
Peu après, les cris sont allés s'affaiblissant jusqu'à cesser complètement. Pour gérer le volume croissant de déportés, la SS a construit sur les terrains boisés de Birkenau 2 installations additionnelles de gazage, celle dénommée Petite Maison Rouge ou Bunker 1, une ferme reconvertie en chambre à gaz avec des fenêtres bouchées et des orifices dans les murs pour introduire les granules de Zyklon B, qui est probablement entré en fonctionnement vers la mi- ou la fin de mai 1942. Peu de mois après, une seconde ferme reconvertie, la Petite Maison Blanche ou Bunker 2, a commencé à opérer à la fin de juin ou au début de juillet 1942. L'été 1942 fut le moment de la grande escalade. Des trains de déportation de toute l'Europe occidentale ont commencé à arriver à Auschwitz à partir de juillet. Les convois, qui transportaient habituellement environ 1000 personnes entassées dans des wagons de marchandises, arrivaient au camp tous les jours. Occasionnellement, 2 trains arrivaient le même jour. En tout, plus de 600 000 Juifs furent transportés à Auschwitz pendant juillet et août 1942 seuls, depuis la France, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Slovaquie et la Croatie. Le 11 juin 1942, des fonctionnaires de la RSHA, emmenés par Adolf Eichmann, se sont réunis à Berlin pour planifier les déportations à l'échelle européenne. Himmler avait ordonné la déportation de groupes d'hommes et de femmes juifs pour des travaux forcés à Auschwitz. Les instructions détaillées ont inclus que les transports devaient transporter principalement des juifs jeunes d'entre 16 et 40 ans aptes au travail, mais pouvaient inclure jusqu'à un 10% qui ne le soit pas. Le destin de ce 10% était parfaitement clair pour tous les présents. Le processus de sélection sur le quai d'Auschwitz est devenu l'un des rituels les plus sinistres de l'histoire. Les trains arrivaient et les prisonniers descendaient sur le quai de la voie morte, souvent après plusieurs jours de trajet sans eau ni nourriture. Les SS séparaient immédiatement les hommes et les femmes. Un médecin des SS, ou à l'occasion Heuss lui-même, parcourait la file en montrant du doigt ou d'un geste de la main. À droite, ceux qui pouvaient y travailler, à gauche, ceux qui seraient envoyés directement aux chambres à gaz. En moyenne, seulement un 20% des déportés étaient sélectionnés pour les travaux forcés et enregistrés comme prisonniers du camp. Le 80% restant allait directement mourir. Les malades, les vieillards, les femmes enceintes et les enfants étaient envoyés de manière systématique à la gauche. Tous les enfants et adolescents de moins de 15 ans qui arrivaient à Auschwitz étaient envoyés de manière presque automatique aux chambres à gaz. Ceux qui allèrent mourir ne le savaient pas toujours. Les cheminées fumantes des crématoriums et l'odeur de chair brûlée qui imprégnait le camp étaient des signes de mauvais augure, mais la SS maintenait la tromperie jusqu'au dernier moment. La colonne de condamnés marchait les approximativement 3 kilomètres depuis le quai jusqu'aux installations d'extermination de Birkenau. Les hommes de la SS posaient des questions aimables sur les professions et les origines des déportés. Ils leur disaient qu'ils allaient se désinfecter avant d'être assignés à leur baraquement. Une ambulance fermait la colonne, ce qui tranquillisait ceux qui interprétaient sa présence comme un signe qu'il y aurait une attention médicale. En réalité, l'ambulance transportait le médecin qui superviserait le gazage et les boîtes de Zyklon B. En arrivant à l'installation, la première impression était rassurante. Une petite ferme entourée d'arbres fruitiers et 2 baraquements de bois où ils pouvaient laisser leurs vêtements. Les pancartes sur les portes disaient « Au bain ». Hommes, femmes et enfants étaient entassés à l'intérieur. Ceux qui résistèrent à entrer recevaient des coups de feu sur le champ ou étaient frappés jusqu'à ce qu'ils cèdent. Une fois que les salles étaient remplies, les lourdes portes se fermaient hermétiquement. Le médecin des SS ordonnait à son assistant de jeter le gaz. Le SS Hauptsturmführer, Johann Paul Kremer, qui a supervisé de nombreux gazages à l'automne 1942, a déclaré après la guerre qu'il s'en allait du lieu quand les cris et le bruit des victimes s'étaient tus. À l'extérieur des bunkers, des membres du Sonderkommando, le commando spécial, un groupe de prisonniers juifs obligés de collaborer au processus d'extermination sous menace de mort immédiate pouvaient entendre la lutte contre la mort qui se prolongeait plusieurs minutes. Certains de ceux qui agonisaient se lançaient contre les portes, brisant parfois les vitres des œilletons et écrasant d'autres prisonniers qui gisèrent sur le sol. Parfois, les chambres étaient si remplies que certains prisonniers devaient attendre dehors leur tour, écoutant les cris de ceux qui mouraient dedans, attendant leur propre mort pendant des heures.
Lech Blankfuss, membre du Sonderkommando qui a enterré des notes dans les terrains du crématorium d'Auschwitz et dont les paroles furent récupérées après la guerre, a écrit « Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas l'imaginer, pas même de loin ». Une fois que le bruit cessait, les portes restèrent fermées pendant des heures, souvent toute la nuit, parce que les bunkers n'avaient pas de ventilation mécanique. Quand enfin elles s'ouvraient, le Sonderkommando entrait avec des masques à gaz. Le prisonnier Shlomo Dragon, qui a fait partie du Sonderkommando en décembre 1942, a témoigné qu'en entrant il faisait très chaud et on remarquait le gaz. Les prisonniers traînèrent les cadavres, emmêlés les uns avec les autres, vers l'extérieur. Le Hauptscharführer des SS Otto Moll, superviseur des opérations d'extermination, a montré personnellement aux nouveaux membres du Sonderkommando comment manipuler les corps. Il a retroussé sa chemise et a jeté des cadavres vers la cour à travers la porte. À l'extérieur, d'autres membres du Sonderkommando dépouillaient les morts d'objets de valeur. Ils coupèrent les cheveux des cadavres, qui seraient utilisés postérieurement pour fabriquer du feutre et du rembourrage pour matelas en Allemagne, et les prétendus dentistes ouvraient les bouches couvertes de mousse pour extraire les dents en or avec des pinces. Vers l'été 1942, le volume de cadavres a dépassé la capacité de gestion. Les crématoriums originaux ne fonctionnèrent pas. Les corps des Juifs gazés à Birkenau ont commencé à s'accumuler dans des tranchées ouvertes dans la forêt de bouleaux. Avec la chaleur de l'été, les terrains imprégnés d'une odeur nauséabonde inquiétaient les responsables du camp. Les cadavres en décomposition débordaient des fosses et menaçaient de contaminer les nappes phréatiques de la région. On eut recours alors aux fosses ardentes, des bûchers en plein air où les corps brûlaient sans repos. Le Standartenführer des SS Paul Blobel, vétéran de l'extermination en Union soviétique et expert en élimination de cadavres, fut envoyé à Auschwitz pour standardiser la procédure, brûler les morts dans des fosses, broyer les os avec une machinerie lourde et disperser les restes. Les cendres et les fragments d'os étaient jetés dans les rivières et les zones humides. Ils étaient aussi utilisés pour couvrir les routes en hiver et fertiliser les champs expérimentaux de Himmler sur les terrains du camp. À l'automne 1942, la SS a ordonné au Sonderkommando d'exhumer tous les cadavres ensevelis précédemment à Birkenau. Pendant plusieurs semaines, les prisonniers ont travaillé sans repos, jour et nuit, déterrant avec les mains nues les corps en décomposition. Erko Heiblum, l'un des survivants de cette tâche, a décrit le travail. « Nous nous déplacions dans un mélange de boue et de cadavres en décomposition. Nous aurions eu besoin de masques. Les corps semblaient s'élever vers la surface, c'était comme si la terre les rendait. Selon les calculs de Heuss lui-même, on a récupéré au total plus de 100 000 cadavres. Beaucoup de membres du Sonderkommando sont devenus fous pendant ce processus. Ceux qui ont refusé de continuer furent fusillés sur le champ. Au moment où Himmler a visité Auschwitz à la mi-1942, il était évident que les fermes reconverties en chambres à gaz et les fosses ardentes improvisées n'étaient pas des solutions durables pour le volume de déportation qu'on planifiait. Les experts en construction de la WVHA qui accompagnèrent l'ingénieur des SS Hans Kammler ont convenu qu'Auschwitz avait besoin d'installations permanentes, modernes et de haute capacité. En août 1942, la SS a décidé d'édifier 4 grands crématoriums pour le complexe de Birkenau. Dans l'ensemble, les 4 nouvelles installations auraient une capacité pour incinérer 120 000 cadavres par mois. Les architectes des SS ont redessiné les crématoriums 2 et 3 presque identiques entre eux pour le meurtre massif. Les morgues du sous-sol furent reconverties en vestiaires et chambres à gaz. Un système de ventilation mécanique fut installé pour extraire le gaz après les gazages, et un monte-charge fut ajouté pour transférer les cadavres au four crématoire du rez-de-chaussée. Les crématoriums 4 et 5 avaient un design plus compact, des structures de briques en rez-de-chaussée qui intégraient des pièces pour se déshabiller, des chambres à gaz à ventilation naturelle et des incinérateurs, le tout au même niveau. L'entreprise contractée pour fabriquer les fours incinérateurs était Topf und Söhne Topf et Fils, une entreprise d'Erfurt spécialisée dans le chauffage industriel et les systèmes de ventilation. Leurs ingénieurs ont conçu des fours capables d'incinérer de multiples cadavres simultanément, optimisés pour la température et le temps de réduction. La collaboration entre la SS et l'entreprise privée faisait partie d'un schéma plus large.
des industriels qui fournissaient le Zyklon B, des contractants qui construisaient les installations, des cheminots qui géraient les transports. L'Holocauste ne fut pas une opération de quelques fanatiques marginaux, mais une entreprise collective à laquelle ont participé des individus de tous les secteurs de la société allemande. Les 4 crématoriums de Birkenau ont commencé à fonctionner entre mars et juin 1943, après plusieurs mois de retard et de récrimination entre la SS et ses contractants. Quand le complexe fut finalement opérationnel, le Sturmbannführer des SS Karl Bischoff, chef de construction à Auschwitz, a informé ses supérieurs à Berlin que les 4 crématoriums pouvaient convertir en cendres 4416 cadavres en 24 heures. Bischoff était si satisfait des résultats qu'il a exposé des photographies des crématoriums dans le bâtiment principal d'Auschwitz pour que tous les visiteurs du camp puissent les voir. Les hauts fonctionnaires de la SS réalisaient des visites régulières au nouveau complexe. En mars 1943, des officiers de la BOVHA ont assisté à la première incinération dans le crématorium 2. Quand Oswald Pohl est arrivé en août 1943 pour l'une de ses visites régulières, il a mené à bien une inspection exhaustive de la nouvelle zone de crématorium. Himmler a envoyé des figures éminentes du parti et des SS pour qu'elles observent et apprennent. Tous étaient profondément impressionnés, a rappelé le commandant Heuss. Le processus dans les crématoriums grands les 2 et 3 suivait un circuit conçu pour l'efficience maximale. Les déportés sélectionnés pour la mort descendaient par une rampe vers un vestiaire souterrain où on leur disait de se déshabiller pour se doucher. Les crochets du mur portaient des numéros, une attention apparemment prévenante qui en réalité servait seulement à ce que les victimes se souviennent d'où elles avaient laissé leurs vêtements, alimentant l'illusion qu'elles reviendraient les chercher. Depuis le vestiaire, les condamnés passaient à la chambre à gaz, une salle d'environ 250 mètres carrés avec de faux piliers de ventilation. Le processus commençait quand les opérateurs de la SS versaient les granules de Zyklon B à travers des fentes dans le toit. Le gaz mettait entre 10 et 20 minutes à tuer tous les occupants. Une fois les décès confirmés, le Sonderkommando retirait les cadavres au moyen de monte-charge et les fours crématoires les incinéraient. L'office politique d'Auschwitz maintenait un registre statistique presque en temps réel. Après chaque sélection sur le quai, un fonctionnaire déterminait combien de juifs avaient été envoyés aux chambres à gaz et retournait à son bureau monté sur une motocyclette pour préparer le rapport statistique. Date d'arrivée du transport, lieu de provenance, nombre total de juifs à bord, nombre d'hommes et de femmes destinés aux travaux forcés ou au logement spécial, l'euphémisme bureaucratique pour le meurtre immédiat. Ces données se transmettaient via Telex à la RSHA et la WHA, généralement le lendemain des meurtres commis. Pendant la déportation des Juifs hongrois au printemps et à l'été 1944, la phase la plus accélérée de l'extermination à Auschwitz, le complexe de Birkenau a fonctionné à une vitesse sans précédent. Entre mai et juillet 1944, plus de 430 000 Juifs hongrois furent déportés à Auschwitz. Dans les jours de plus grande affluence, le personnel du camp a tué jusqu'à 10 000 personnes en un seul jour. Les crématoriums ne suffisaient pas. Il a fallu recommencer à allumer les fosses ardentes sur les terrains du camp pour brûler les cadavres que les fours ne pouvaient pas traiter. La comptabilité finale d'Auschwitz, établie après des décennies de recherche historique, est entre 1,1 et 1,5 million de morts, dont la grande majorité, on estime qu'entre le 85 et le 90% étaient des Juifs. L'extermination massive ne fut pas passivement acceptée. Malgré les conditions d'écrasante inégalité sans armes, sans entraînement, entourés d'hostilité ou d'indifférence de la majorité de la population environnante, les Juifs ont organisé et exécuté des formes de résistance armée dans plus de 100 ghettos et dans plusieurs camps d'extermination. À Varsovie, la plus grande concentration juive d'Europe sous contrôle nazi, la résistance armée s'est préparée pendant des mois avec des ressources presque inexistantes. Le 19 avril 1943, quand des troupes allemandes commandées par le SS-Brigadeführer Jürgenstrup sont entrées dans le ghetto pour procéder à la déportation finale de ces 40 000 à 70 000 habitants restants, des membres de l'organisation de combat juive en polonais, Żydowska Organizacja Bojowa, ont lancé des grenades à main et des cocktails Molotov contre les chars allemands. Des centaines de combattants juifs se sont battus dans les rues du ghetto pendant des jours.
Des milliers de résidents ont refusé de se présenter au point de réunion pour la déportation. Il fut nécessaire que les troupes de Stroop incendient le ghetto bâtiment par bâtiment pour écraser la résistance. La destruction du ghetto de Varsovie a duré 27 jours. Les combattants savaient que la défaite était inévitable. Ils se sont battus désespérément et courageusement. À Treblinka, le 2 août 1943, environ 1 millier de prisonniers du Sonderkommando se sont soulevés en armes avec ce qu'ils ont pu trouver. Des pioches, des haches et quelques armes volées à l'armerie du camp. Ils ont mis le feu au camp. Environ 200 prisonniers ont réussi à s'échapper. Les Allemands ont recapturé et tué approximativement la moitié des fugitifs. À Sobibor, le 14 octobre 1943, des prisonniers emmenés entre autres par l'officier soviétique Alexander Petchersky ont tué 11 gardes des SS et ont mis le feu au camp. Environ 300 prisonniers se sont échappés, se frayant un chemin à travers les fils de fer barbelés et le champ de mines qui entourait le périmètre. Plus de 100 furent recapturés et exécutés postérieurement. À Auschwitz-Birkenau, le 7 octobre 1944, des prisonniers assignés au crématorium 4 se sont rebellés après avoir appris qu'ils allaient être exécutés. Les Allemands ont écrasé le soulèvement et ont assassiné presque tous les plusieurs centaines de prisonniers impliqués. En France, l'armée juive, un groupe partisan fondé à Toulouse en janvier 1942, opérait autour de Toulouse, Lyon, Nice et Paris. Ses membres introduisaient de l'argent de contrebande depuis la Suisse pour soutenir des juifs cachés et ont réussi à faire passer clandestinement plus de 500 personnes vers l'Espagne neutre. En Belgique, une unité de résistance juive et non juive a fait dérailler un train de déportation en avril 1943. En plus de la résistance armée, des milliers de juifs ont aussi résisté d'autres manières, en maintenant des registres, en écrivant des journaux, en préservant des archives communautaires. L'équipe de chercheurs connue comme Oyneg Shab, emmenée par l'historien Emmanuel Ringelblum dans le ghetto de Varsovie, a compilé des témoignages, des photographies, des documents et des statistiques qu'ils ont enterrés dans des boîtes en métal et des bidons de lait sous le sol du ghetto. Une partie de cette archive fut récupérée après la guerre. Les notes enterrées par Lejb Langfuss et d'autres membres du Sonderkommando d'Auschwitz dans des flacons et des boîtes autour des crématoriums furent trouvées aussi après la libération. Ces témoignages depuis l'intérieur de la machinerie de la mort sont des documents que l'historiographie n'aurait jamais pu obtenir d'une autre source. L'extermination massive ne fut pas passivement acceptée. Malgré les conditions d'écrasante inégalité sans armes, sans entraînement, entourés d'hostilité ou d'indifférence de la majorité de la population environnante, les Juifs ont organisé et exécuté des formes de résistance armée dans plus de 100 ghettos et dans plusieurs camps d'extermination. À Varsovie, la plus grande concentration juive d'Europe sous contrôle nazi, la résistance armée s'est préparée pendant des mois avec des ressources presque inexistantes. Le 19 avril 1943, quand des troupes allemandes commandées par le SS-Brigadeführer Jürgen Stroop sont entrées dans le ghetto pour procéder à la déportation finale de ces 40 000 à 70 000 habitants restants, des membres de l'organisation de combat juive en polonais, Żydowska Organizacja Bojowa, ont lancé des grenades à main et des cocktails Molotov contre les chars allemands. Des centaines de combattants juifs se sont battus dans les rues du ghetto pendant des jours. Des milliers de résidents ont refusé de se présenter au point de réunion pour la déportation. Il fut nécessaire que les troupes de Stroop incendient le ghetto bâtiment par bâtiment pour écraser la résistance. La destruction du ghetto de Varsovie a duré 27 jours. Les combattants savaient que la défaite était inévitable. Ils se sont battus désespérément et courageusement. À Treblinka, le 2 août 1943, environ 1 millier de prisonniers du Sonderkommando se sont soulevés en armes avec ce qu'ils ont pu trouver. Des pioches, des haches et quelques armes volées à l'armerie du camp. Ils ont mis le feu au camp. Environ 200 prisonniers ont réussi à s'échapper. Les Allemands ont recapturé et tué approximativement la moitié des fugitifs. À Sobibor, le 14 octobre 1943, des prisonniers emmenés entre autres par l'officier soviétique Alexander Petchersky ont tué 11 gardes des SS et ont mis le feu au camp. Environ 300 prisonniers se sont échappés, se frayant un chemin à travers les fils de fer barbelés et le champ de mines qui entourait le périmètre. Plus de 100 furent recapturés et exécutés postérieurement.
À Auschwitz-Birkenau, le 7 octobre 1944, des prisonniers assignés au crématorium 4 se sont rebellés après avoir appris qu'ils allaient être exécutés. Les Allemands ont écrasé le soulèvement et ont assassiné presque tous les plusieurs centaines de prisonniers impliqués. En France, l'armée juive, un groupe partisan fondé à Toulouse en janvier 1942, opérait autour de Toulouse, Lyon, Nice et Paris. Ses membres introduisaient de l'argent de contrebande depuis la Suisse pour soutenir des juifs cachés et ont réussi à faire passer clandestinement plus de 500 personnes vers l'Espagne neutre. En Belgique, une unité de résistance juive et non juive a fait dérailler un train de déportation en avril 1943. En plus de la résistance armée, des milliers de juifs ont aussi résisté d'autres manières, en maintenant des registres, en écrivant des journaux, en préservant des archives communautaires. L'équipe de chercheurs connue comme Oyneg Shab, emmenée par l'historien Emanuel Ringelblum dans le ghetto de Varsovie, a compilé des témoignages, des photographies, des documents et des statistiques qu'ils ont enterrés dans des boîtes en métal et des bidons de lait sous le sol du ghetto. Une partie de cette archive fut récupérée après la guerre. Les notes enterrées par Lejbe Langfuss et d'autres membres du Sonderkommando d'Auschwitz dans des flacons et des boîtes autour des crématoriums furent trouvées aussi après la libération. Ces témoignages depuis l'intérieur de la machinerie de la mort sont des documents que l'historiographie n'aurait jamais pu obtenir d'une autre source. Vers la fin de 1942, les 3 camps d'extermination de l'opération Reinhard avaient rempli leur fonction principale, la liquidation de la majorité des Juifs du gouvernement général. La SS a commencé à les démanteler. Beuschek a fermé ses opérations en décembre 1942 et fut démantelé au printemps de 1943. Ces terrains furent labourés, replantés et camouflés comme de petites fermes. Treblinka fut clôturé à l'automne 1943 après le soulèvement d'août. Ses installations furent détruites et la surface reconvertie. Sobibor fut fermé à la fin de la même année. Mais la dissimulation des crimes nécessitait aussi l'élimination de l'évidence matérielle. Les SS et des unités de police ont identifié tout au long de toute l'Union soviétique occupé des fosses communes avec les corps des assassinés pendant 1941 et 1942, parfois des centaines de milliers en un seul lieu, et ont déployé des détachements de prisonniers juifs pour les exhumer et les brûler dans des bûchers en plein air construits sur des rails de chemin de fer. Une fois la tâche conclue, la SS exécutait les prisonniers qui avaient dû la mener à bien. En novembre 1944, quand les forces soviétiques avançaient vers la Haute-Silésie, Himmler a ordonné la cessation des opérations de gazage à Auschwitz-Birkenau et la destruction des chambres à gaz et des crématoriums. Le 3 novembre 1944, on a enregistré la dernière sélection sur le quai. En janvier 1945, quand les troupes de l'armée rouge étaient à quelques journées de marche, la SS a organisé l'évacuation des camps. Des colonnes de prisonniers juifs et non juifs furent lancées dans des marches forcées en plein hiver polonais, avec des températures qui tombaient à moins 20 degrés, sans nourriture, sans eau, sans repos. N'importe quel prisonnier qui ne pouvait pas maintenir le rythme de marche était exécuté sur le champ. Les colonnes qui sont sorties d'Auschwitz et des camps satellites en janvier 1945 ont inclus des dizaines de milliers de personnes. Ces évacuations sont passées dans l'histoire comme des « marches de la mort ». Le 27 janvier 1945, des soldats de la 60e armée de l'Union soviétique ont libéré le complexe d'Auschwitz. Ils ont trouvé approximativement 7000 prisonniers survivants, trop malades ou affaiblis pour avoir été évacués. La moitié est morte dans les semaines suivantes, malgré l'attention médicale reçue. La tuberculose, le typhus et la dénutrition extrême avaient endommagé leurs organismes de manière irréversible. Ils ont aussi trouvé dans les entrepôts du camp environ 836 000 manteaux et robes, 370 000 costumes masculins, plus de 44 000 paires de chaussures, 7 tonnes de cheveux humains, approximativement 140 000 femmes rasées, empaquetées et prêtes à être envoyées à des usines allemandes, et des milliers de prothèses orthopédiques. À Bergen-Belsen, libéré par des forces britanniques le 15 avril 1945, les soldats ont trouvé le camp sans aucun type de gestion. Les SS avaient abandonné le contrôle effectif quelques jours auparavant.
Il y avait 60 000 prisonniers, entre 10 000 et 13 000 cadavres sans enterrer et des cadavres distribués sur toute la surface du camp. Des centaines de prisonniers mouraient chaque jour. Pendant le premier mois après la libération, 13 000 des 50 000 survivants approximatifs sont morts. La lieutenante Hadassah Bimco Rosensaft, médecin survivante d'Auschwitz, fut parmi les premières personnes à entrer dans le camp libéré de Bergen-Belsen. La scène que j'ai trouvée en entrant dépassait toute description, a-t-elle déclaré après. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker au centre de Berlin, pendant que les forces soviétiques combattaient à quelques centaines de mètres. Le 7 mai 1945, l'Allemagne nazie a signé sa reddition inconditionnelle devant les alliés occidentaux. Le 9 mai, devant les soviétiques, la guerre en Europe était terminée. Les nazis et leurs collaborateurs des pays alliés, occupés et soumis, ont assassiné entre 5 et 6 millions de juifs européens. Le chiffre exact, débattu pendant des décennies, varie selon la source et la méthodologie, mais l'ordre de grandeur est incontestable. Entre 60 et 70% de tous les juifs qui vivaient en Europe en 1939 furent assassinés. Les communautés les plus dévastées furent celles de Pologne où sont morts approximativement 3 millions de juifs, l'Union soviétique entre 1 million et 1,5 million, la Hongrie environ 550 000 personnes, la Roumanie entre 250 000 et 300 000, les territoires occupés de l'ouest de l'Europe, France, Pays-Bas, Belgique, Grèce, où les chiffres ont oscillé selon le degré de collaboration des gouvernements locaux et l'efficacité de la résistance et du sauvetage. Peut-être 1,5 million de Juifs ont survécu à l'assaut. La grande majorité l'ont fait dans des territoires contrôlés par les alliés de l'Allemagne, mais pas par l'Allemagne elle-même, comme l'Italie avant 1943 ou la Bulgarie, où ont réussi à s'échapper vers des zones non contrôlées par le Reich. Ceux qui ont survécu dans les camps, dans les forêts comme partisans, cachés dans des familles non juives ou avec une documentation fausse, porteraient les cicatrices physiques et psychologiques de ce qu'ils avaient vu pour le reste de leur vie. Ce qui fut détruit n'était pas seulement un chiffre démographique. C'était la culture yiddish d'Europe orientale, avec des siècles d'histoire, de littérature, de musique, de philosophie, de religion et de vie communautaire. C'était la classe moyenne juive assimilée de Berlin, Vienne, Prague et Budapest, qui avait contribué de manière disproportionnée à la culture européenne dans les domaines de la science, de la médecine, de la littérature, de la philosophie et des arts. Le prix Nobel de physique de 1905 fut pour Albert Einstein, celui de chimie de 1906 pour Henri Moissan, celui de médecine de 1908 pour Elie Metchnikoff. La psychanalyse, la théorie de la relativité, la sociologie moderne, l'économie keynésienne, tout cela avait des racines intellectuelles profondes dans la tradition juive européenne qui fut éradiquée. Nikolaus Wachsmann, dont l'œuvre monumentale sur le système des camps de concentration nazis, KL, publiée en 2015, est aujourd'hui une référence académique indispensable, signale que la disparition des communautés juives d'Europe centrale et orientale a privé ces cultures nationales d'une dimension qui n'a pas été remplacée au cours des 80 années écoulées depuis la fin de la guerre. Les villes qui avaient des communautés juives centenaires, Varsovie, Vilna, Łódź, Białystok, Cracovie, Budapest, Salonique ont perdu un tissu social qui mettrait des décennies à se recomposer partiellement et qui, dans beaucoup de cas, n'a jamais existé à nouveau. Les procès de Nuremberg, qui ont commencé le 20 novembre 1945, et les processus postérieurs célébrés au cours des 2 décennies suivantes, ont permis d'établir le registre documentaire des crimes et de mener devant la justice certains des principaux responsables. Le 16 avril 1947, Rudolf Höss fut pendu à Auschwitz, dans la cour du bloc 11, le même bâtiment où il avait supervisé les premiers gazages expérimentaux en 1941. Odilo Globoknik s'est suicidé en mai 1945 quand il fut capturé par les Alliés. Adolf Eichmann fut capturé par le Mossad en Argentine en 1960, jugé à Jérusalem et exécuté le 1er juin 1962. Mais la majorité des participants, les milliers de fonctionnaires, policiers, travailleurs ferroviaires, bureaucrates, contractants et collaborateurs locaux qui avaient rendu possible le système n'ont jamais affronté de processus. Ils sont retournés à leurs vies ordinaires. Beaucoup sont arrivés à des positions d'influence dans l'Allemagne d'après-guerre.
L'impunité fut la norme, pas l'exception. Le témoignage des survivants fut, pendant des décennies, la source principale de compréhension du système. Primo Levi, survivant d'Auschwitz et écrivain, a décrit le camp comme une usine à l'inverse. Chaque jour entrèrent des trains chargés jusqu'au bord d'êtres humains, et tout ce qui sortait de là était les cendres de leur corps, leurs cheveux ou l'or de leurs dents. Elie Wiesel, survivant du même camp, dédie sa vie à ce que la mémoire ne s'éteigne pas. Imre Kertész, survivant aussi d'Auschwitz, a gagné le prix Nobel de littérature en 2002. Ce qui reste, ce sont les archives, les actes de Wannsee, les rapports statistiques de l'Office politique d'Auschwitz, les lettres entre Himmler et les commandants des camps, les journaux et notes enterrés par le Sonderkommando, les carnets de registre des convois ferroviaires, et les témoignages de ceux qui, d'une certaine manière, ont survécu pour le raconter. Le plus grand camp de concentration jamais établi par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale fut clôturé le 27 janvier 1945. À l'endroit où fut Treblinka, les nazis avaient planté des pins et semé des fleurs. À l'endroit de Beujek, ils avaient installé une ferme. Ils ont tenté d'effacer les cartes. Ils ont tenté de brûler les preuves. Ils ont tenté de faire taire les témoins. Ils n'y ont pas réussi tout à fait. Des dizaines de milliers de prisonniers ont survécu décharnés, malades, traumatisés, mais vivants pour porter témoignage de ce qu'ils avaient vu. Sur les terrains du crématorium d'Auschwitz, cachés dans des flacons de verre enterrés sous la terre, sont apparues après la guerre les notes de membres du Sonderkommando qui étaient morts sur place, mais qui avaient voulu s'assurer que le monde sache ce qui s'était passé là-bas. Salmen Gradowski a écrit dans l'une de ses notes le 6 septembre 1944, récupéré après la libération dans un flacon enterré sur les terrains du crématorium d'Auschwitz-Birkenau, que le monde contemple au moins une goutte, une fraction de ce monde tragique dans lequel nous vivons. Le système qui a rendu possible l'Holocauste ne fut pas le fruit d'une folie individuelle ni d'un pouvoir surnaturel. Ce fut le résultat de la somme de décisions de personnes ordinaires, des fonctionnaires qui ont rédigé des lois, des bureaucrates qui ont signé des ordres de déportation, des ingénieurs qui ont conçu les fours, des conducteurs qui ont conduit les trains, des voisins qui ont désigné leurs voisins juifs. Chacun a rempli son petit rôle à l'intérieur d'une machinerie si grande qu'aucun individu ne pouvait voir ou ne choisissait de ne pas voir l'ensemble. Comprendre comment cela fut possible est l'unique façon de s'assurer que cela ne se reproduise jamais, non comme une phrase faite, comme un travail continu, exigeant et permanent. Le monde n'est pas obligé d'oublier.